soir aux Nouvelles nationales d'APTN. À Montréal, un nouveau refuge pour les sans-abri autochtones. Le ravitaillement dans les communautés Atikamekw qui compte 8000 membres. Jeff Barnabé, cinéaste Micmac, présente son nouveau film Blood Quantum. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente cet épisode de mon domicile. Les parents au Québec peuvent maintenant choisir d'envoyer leurs enfants à l'école, mais avec environ 30 000 cas de COVID-19. Les enseignants, les parents et les dirigeants autochtones sont soucieux que les décisions pressées soient fatales. Un reportage de Lindsay Richardson. Science say that the risks are very low. Le premier ministre François Legault tient à rassurer les parents. Sa stratégie de réouverture progressive des écoles primaires de la province dès la semaine prochaine est très sécuritaire. Les parents auront le choix de retourner leurs enfants à l'école ou non. Et M. Legault indique que le système de santé est prêt à faire face à une deuxième vague de COVID-19, le cas échéant. The situation right now is under control in our hospitals, so it means that if something happened to the child or to the parent, will be able to take care of him or her. Selon Ghislain Picard, chef régional de l'APNQL, la réouverture des écoles à l'échelle du Québec n'est pas un processus unique. C'est plutôt une question de vie ou de mort pour les populations dans les collectivités éloignées. Un groupe de chefs Inuits de la Côte-Nord au Québec a rédigé une lettre au premier ministre pour lui rappeler que le risque qu'il y ait une deuxième vague serait extrêmement élevé, une fois que ceux qui travaillent à l'extérieur, comme les enseignants, retourneront dans les collectivités. Les membres des collectivités qui vivent à proximité des zones urbaines abondent dans le même sens. À Kahnawake, au sud de Montréal, le groupe de travail sur la COVID-19 a répondu aux propos du premier ministre Legault avec ses propres stratégies concrètes. The Kahnawake schools will not be opening. Le conseil scolaire qui supervise 9 écoles à Iwichchi, a pris la décision de garder ces écoles fermées jusqu'à l'automne, tout en veillant à ce que les parents soient informés avant la haute saison de la chasse à l'oie annuelle. It was really causing a lot of anxiety for parents and other community members not to be able to plan whether they were going out or when they were going out or when they would be coming back. En plus de l'apprentissage sur place, le conseil CRI fournit du matériel pédagogique en ligne dans 3 langues pour compenser les cours annulés. We've had very supportive feedback from the communities and from parents because we all understand how vulnerable our population is, and pretty much everybody in our communities has somebody in their household who they know they need to protect. Plus de 1600 Québécois sont morts après avoir contracté la COVID-19. Mais au sein des Premières Nations du Québec, le nombre de morts s'élève à 0. Et la décision de garder les écoles fermées vise à ceux qui continuent d'en être ainsi. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les 3 communautés Atikamekw ont été l'une des Premières Nations qui ont fermé complètement leurs accès dès le début de la pandémie. Le ravitaillement en énergie et de nourriture revêt de grandes logistiques pour chacune de ces communautés qui sont éloignées. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous cette semaine. Les 3 communautés Atikamekw sont intimement liées par les routes forestières comme celle-ci, routes qui ne sont pas très praticables à certains moments de l'année. Néanmoins, les Atikamekw avaient pour habitude de rouler sur ces routes pour faire leurs épiceries en ville. Mais c'était avant la pandémie. Avec les mesures d'isolation locale en place, de nombreuses personnes ont été intégrées pour assurer que les communautés ont leur approvisionnement. Par exemple, le marché tradition de Manoan a presque doublé le nombre de ses employés. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je vais engager le plus de personnes possible pour toujours montrer, puis toujours rassurer le monde qu'on a en quantité régulièrement, puis qu'on en a sur les tablettes, puis même extra. Pour ce faire, la directrice Solange Dubé a fait des liens avec ses fournisseurs pour être capable de ravitailler une population d'environ 3000 personnes. De plus, récemment, la communauté de Manoan a été alertée par un cas de COVID-19, un faux positif. Puis moi, j'étais partie sur le coup. J'avais dit à mes bouchers, on jette toute la viande, tous les fruits et légumes.
Mais tu sais, sur le coup, là, parce que savoir sans savoir dans ce temps-là. Et puis, elle m'a assuré, elle dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. On a des plexiglas où ce les caisses, on a des étampes à distanciation. Puis quand même, les caissiers ont l'habitude, s'ils n'ont pas le temps de se laver les mains, ils ont le purel à côté. Selon Dibé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir car toutes les mesures ont été respectées et le client ne serait pas resté plus de 20 minutes dans le marché. Ils ont pu procéder à la désinfection du magasin. Ensuite, on nous a mis en lien avec une personne qui est en contact avec la santé publique. Déjà, la personne de un, puis j'avais amené quelques employés les plus nerveux avec moi pour écouter la discussion. À Wemontachi, Adam Jourdain, directeur de Nicanic, une société de développement économique qui est en charge de la logistique du ravitaillement, soutient que la route forestière de 115 km a été le principal défi pour ravitailler environ 2000 personnes. Le système, comment il fonctionne, c'est que la Chambre de commerce, avec ses membres, on fait des commandes directement de la communauté, soit par téléphone ou Internet ou par courriel. Jourdain informe qu'un distributeur de la TUC va collecter les commandes préparées par les commerçants et les laisse à un point de dépôt que le transporteur de la communauté peut ramasser pour la livraison. Pour Obidjouan, qui compte 2800 habitants, Martin Awashish, coordonnateur des mesures d'urgence, explique que les fournisseurs priorisent les régions éloignées. On a quand même un très bon service. C'est sûr qu'avec les situations exceptionnelles qu'on vit actuellement avec la pandémie de COVID-19, l'équipe a redoublé, même triplé son ravitaillement, là, l'équipe d'épicerie. Ça peut aller à 4 même à 5 trucks par semaine. Et maintenant, les communautés se préparent à un déconfinement. Mais combien décideront-ils de s'ouvrir? Cela reste à voir. C'est sûr que ça nous manque, là, nos habitudes de vie, de voyager un peu partout dans la province. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Montréal. À Montréal, un nouveau refuge pour les sans-abri autochtones a été ouvert. Mais la ville continue d'être critiquée de ne pas pouvoir faire plus pour protéger les sans-abri de la pandémie COVID-19. Un reportage de Tom Fenario. Welcome, and come on in. We'll keep our 2 meters distance. Nous sommes dans un centre sportif de la région de Montréal, mais l'activité la plus vigoureuse que nous observons ici en ce moment est le lavage des mains. So we have signs up for 20-second hand washing, French, English, and Inuktitut. Heather Johnston est la directrice générale de Projet autochtone du Québec, le seul refuge pour la nuit destiné aux sans-abri autochtones de Montréal. La pandémie de COVID-19 est extrêmement éprouvante pour Mme Johnston, son personnel et ses clients. During the COVID crisis, we've reduced the number of beds by 50%, and we've done that simply because we needed fewer people in a very small space in order to respect social distancing. So every night we were turning away up to 20, some nights more than 20 people. Pour Mme Johnston, ce centre sportif inutilisé est un cadeau du ciel. Non seulement permet-il d'offrir 40 lits lorsque son refuge est rempli, mais il y a aussi des douches, des affiches adaptées à la culture et un personnel de nettoyage vigilant sur place. Ce qui est peut-être encore plus important pour Mme Johnston, c'est que le nouveau refuge a de l'espace et est doté de personnes pour accueillir des personnes intoxiquées qui ne seraient probablement pas autorisées à entrer dans d'autres refuges. They've made a huge investment here to make sure that the homeless community in Montreal, the Indigenous homeless community, is got a place to shelter, to find a hot meal, and to practice social distancing. And I think they should really be congratulated for that. Mais Mme Johnston explique aussi qu'au départ, l'intervention de la Ville de Montréal afin de protéger les sans-abri a été lente. Et certains travailleurs de première ligne ont toujours cette impression. Le refuge La Porte Ouverte demande aux autorités de la santé publique de faire passer des tests sur place dans le refuge depuis des semaines. Il affirme que ses clients, dont près du tiers sont inuits, ont vécu de mauvaises expériences au sein du système de soins de santé. Et bon nombre d'entre eux hésitent à passer un test de dépistage. We had also social workers that come in. We have nurses that come in. So why not this? What's the big stuff about being tested? L'Autorité de la santé publique pour la région du centre-sud de Montréal n'a pas été en mesure de donner une entrevue à APTN.
Elle s'est contentée de répondre par courriel que les sans-abri font partie de leurs priorités, mais que, à l'heure actuelle, les autorités de la santé publique ne recommandent pas de tester les personnes qui ne présentent pas de symptômes ou de soumettre tout le monde à des tests de façon systématique. John Tessier est un agent d'intervention de longue date au refuge La Porte Ouverte. Il estime que la ville a gaspillé des ressources qui auraient pu être mieux utilisées. It's misdirected. You know, there's people who, in my opinion, know very little about homelessness, making decisions for homeless people instead of putting the trust in the hands of people who are intimately acquainted with the population. Selon Heather Johnston, la mise en place de tests de dépistage dans les refuges est essentielle pour fournir un espace sécuritaire à ses clients et ses employés. Mobile testing, I would say, would be like the cherry on top. Vendredi après-midi, la ministre de la Santé du Québec a déclaré que son gouvernement avait l'intention de plus que doubler le nombre de tests de dépistage. Mais pour le moment, il n'est pas prévu d'implanter les tests de dépistage directement dans les refuges. Un reportage de Tom Fenario, Les Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle d'un premier cas de COVID-19 à Pond Inlet, dans l'extrême arctique au Nunavut. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Voici une carte des nations du Québec où il y a eu des cas de COVID-19 positifs. Composez le 1-877-644-4545 au rendez-vous sur les sites du gouvernement du Canada et celui du gouvernement du Québec pour voir les mises à jour sur l'évolution du virus et recevoir de nouvelles directives. Le nouveau film du célèbre cinéaste Micmac Jeff Barnaby porte sur une pandémie à l'échelle planétaire. Non, ce n'est pas un documentaire, mais un film de zombies qui sort de l'ordinaire. Les Autochtones y sont immunisés contre le fléau provoqué par la masse d'envahisseurs. Un reportage de Tom Fenario. À première vue, Blood Quantum réunit tous les éléments auxquels on s'entend d'un film de zombies. Sang, intestin, cris. C'est une incursion brutale dans la réserve fictive de Red Crow alors que ses habitants tentent de survivre à l'invasion. Mais selon Jeff Barnaby, toute apocalypse où les peuples autochtones ont le déçu ne peut pas être entièrement mauvaise. That's my philosophy as an extreme filmmaker. Nothing I can put on screen will ever be worse than what we survived. Barnaby dit qu'avec Blood Quantum, il voulait ramener une saine dose de commentaires sociaux au film de zombies. Dans le film, les personnages autochtones sont immunisés contre le fléau qui transforme le reste du monde en morts-vivants. Il passe une grande partie du film à lutter contre l'évasion de zombies provenant de la ville voisine peuplée de colons. As much as it's aimed at colonialism, I think there's a bit of a critique, not even a bit of a critique, but a pretty explicit critique on the post-colonial Native person too, the colonial Indian who seems to think that because they've been treated badly, that in turn gives them prescience to treat other people badly. Le film utilise des images qui reflètent des photos célèbres de la crise d'Oka de 1990. Et en faisant se dérouler Blood Quantum en 1981, Barnaby fait référence à l'année où sa communauté natale de la Première Nation de l'Istigouche a fait l'objet d'une descente de la police provinciale du Québec à raison d'un différend relatif à la pêche au saumon. Il marque son point en tournant sur le même pont où certaines des membres de sa communauté ont été arrêtés. That bridge, really the first bridge synonymous with a blockade, is the bridge that you see in the opening credits of Blood Quantum. La sortie en salle de Blood Quantum a été annulée à raison de la COVID-19, mais il sera possible de le louer ou de l'acheter sur toutes les plateformes numériques à compter du 28 avril. Selon la personne à qui vous parlez, la sortie d'un film de zombies pendant une véritable pandémie est soit une mauvaise idée, soit
du beau marketing. Plan on the pandemic part of any of this. That was just like a happy coincidence. Blague à part, Barnaby est déçu que le film ne soit pas présenté dans les cinémas. Blood Quantum arrive 7 ans après son premier film, Rhymes for Young Ghouls, et bien plus de 10 ans après qu'il a commencé à proposer le projet. Barnaby aimerait qu'il y ait plus de soutien, non seulement pour les cinéastes autochtones, mais aussi pour les films de genre. Let's be honest, like Canada puts out some pretty boring movies. And these guys that make these boring movies keep getting to make them, or they move into television and then they get to make their mediocre there. Why can't, like, a Native person exist in that same level of privilege, I guess? I don't know. Cela n'a pas empêché Barnaby d'écrire son prochain film, qu'il décrit comme un voyage d'horreur psychologique à travers un monde post-apocalyptique. So that's what I'm still doing what I'm doing. I'm still flirting with horror, and I'm still trying to get asses in seats. I mean, that's basically the Jeff Barnaby formula. Un reportage de Tom Fernerio, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info-nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Mariana Ottawa, membre de la communauté de Manawan, qui nous parle de la confusion qui régnait quand son fils de 2 ans a été testé positif à la COVID-19 et peu de temps après, négatif. L'enfant aurait été le premier cas de COVID-19 dans ces communautés atikamekw. Soyez là. En entrevue cette semaine, Mariana Ottawa, mère de famille de 5 enfants, membre de la communauté de Manawan, a vécu une situation de confusion pendant cette pandémie. Son fils, Matna, âgé de 2 ans, a été signalé positif et comme le premier cas de COVID-19 chez les Atikamekw dans le nouveau centre de dépistage situé à quelques 75 km de la communauté. Puis, quelques heures plus tard, déclaré négatif. Oui, Mariana. Oui, Sylvie. Moi, je voulais savoir comment vous avez pris tout ça, le code faux positif. Premièrement, c'était de la confusion chez nous. Puis, bien qu'on était heureux, on a aussi été on vivait de la confusion, là. Puis, on avait peur que ce soit encore une erreur, qu'on nous dise que finalement, c'est un vrai positif. Confusion un peu de la colère. Oui. Puis on a été en colère aussi parce que on a vécu toute une fin de semaine remplie d'émotions, là. Et en plus d'avoir été parce qu'il y avait comme des rumeurs qui circulaient chez nous. Puis il a fallu que je fasse comme une vidéo sur Facebook là, pour expliquer la situation, qu'est-ce qui se passait chez nous. Parce qu'il y avait eu une grosse panique cette journée-là dans votre communauté. Oui, étant donné que le médecin était confiant que le deuxième test de mon fils allait être négatif, puis que son analyse d'urine, il montrait qu'il faisait une infection urinaire. Là, il nous a laissé partir à Manawan, puis nous autres, on était confiants. On a été à des places publiques, notamment l'épicerie. Et on est allé faire une épicerie. Puis après qu'on a été à l'épicerie, c'est là qu'on a reçu l'appel du médecin qui nous disait « Le test de votre fils est positif. Il faut que vous reveniez tout de suite à la clinique de quarantaine à l'auberge du Lac-Taureau. » Et on était en panique parce qu'on avait croisé des gens, on avait été aussi chercher nos colis au bureau de poste.
Et aussi, on était très terrifiés à l'idée que tous nos enfants tombent malades. Comment vous avez été prise en charge? Est-ce que ça a bien été, la prise en charge? Oui, ça a été rapide. Manon, elle a quand même une bonne équipe dedans de plan d'urgence, là. Quand j'ai reçu l'appel du médecin, j'ai tout de suite appelé au centre de santé. Puis le centre de santé a tout de suite appelé l'épicerie, le bureau de poste pour fermer immédiatement le chef de Manoine dans les 20 minutes suivant la nouvelle là, que j'ai fait parvenir au centre de santé. Il a tout de suite fait un communiqué, comme je disais. Puis rapidement, il y a eu un transport médical qui est venu nous chercher avec un chauffeur qui était habillé en combinaison de protection. Là. Puis ça l'a fait peur à mes enfants. Puis, puis on a embarqué dans la voiture. On est tout de suite allé à l'auberge du lac Taureau avec nos vêtements. Puis... Durant toute la mésaventure, sûrement que tu te poses des questions. J'étais très inquiète pour mon fils. Premièrement, c'est le bébé de la famille. Et on ne savait pas s'il allait s'en sortir, si ça avait été vrai. On se posait des questions. Est-ce que nos autres enfants, est-ce qu'ils l'ont pogné entre-temps? As-tu des réponses, Mariana, par rapport à tes demandes que tu as faites? Depuis qu'on est revenu à Manoine, j'ai essayé d'appeler Santé publique Lanaudière. Je n'ai pas encore eu de réponse parce que ça m'a surpris le matin suivant notre arrivée à Manoine, quand ils m'ont dit « Puis ça va bien, votre conjoint va bien, votre fils va bien, celui qui est testé positif. » Puis là, j'ai dit « C'est parce qu'on nous a déjà confirmé que c'est négatif. » Là, elle disait qu'elle n'avait pas encore eu le rapport. Fait que là, c'était comme confus encore. Puis la peur est revenue dans mon cœur. Là, je me disais, là, mon fils, y a-tu le COVID? Y est-tu négatif? J'étais pas mal... Je vis encore un peu de stress, mais je suis confiante parce que je regarde mon fils, puis il va très bien, il n'y a pas de symptômes. Puis, ça va bien, là. Puis, tant qu'il va bien, ben moi, je vais bien. Bon. J'essaie de ne pas trop focuser sur le stress là, que ça m'a occasionné. J'essaie de ne pas regarder le stress aussi que ça a donné à mes enfants, là, parce que mes enfants ont été quand même assez perturbés là, de voir des gens les entourer là-bas qui étaient habillés en kit de protection. Là, ouais. Un peu comme dans E.T., là. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Ouais. On se sentait un peu comme ça, là. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.